passe le micro comme ça, c'est ça? D'accord. Non, non, on va mettre un là. Eh bien, David, mets-toi ici. Pascal là, et Marc là, et Catherine là. Certainement des enjeux psychosomatiques. Oui, oui, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue autour de cette table ronde dédiée à la santé globale. La santé est l'affaire de tous. Dans ce salon Made in Tech, vous allez sûrement voir de nouvelles technologies qui révolutionnent l'art de soigner. Mais il y a aussi de nouvelles technologies qui révolutionnent l'art de prévenir. Et prévenir aujourd'hui, c'est extrêmement important dans une société vieillissante où les maladies chroniques sont de plus en plus importantes et où d'ailleurs la crise du Covid nous a montré la fragilité des personnes victimes de maladies chroniques devant la résurgence justement d'épidémies. C'est pourquoi beaucoup d'acteurs ont compris ces nouvelles attentes de la société en matière de prévention, puisque comme vous le savez, la France est assez en retard dans le domaine de la prévention. Mais depuis plusieurs années, beaucoup d'acteurs s'emparent de ce sujet et qui ne sont pas des acteurs traditionnels de la santé, mais d'autres acteurs. Alors il y en a beaucoup, il y a notamment les collectivités territoriales, mais il y en a d'autres aussi qui sont ici autour de cette table ronde. La CNAM, qui est représentée par Catherine Grenier, qui est directrice des assurés de l'assurance maladie. Un acteur de l'assurance complémentaire santé, un groupe de protection sociale qui est AG2R La Mondiale, représenté par David Giovannuzzi, qui est venu avec un de ses partenaires qui travaille avec AG2R La Mondiale, qui est Medialan. Donc, David, tu es directeur des accords de branche d'AG2R La Mondiale, et Pascal Gillet est président de Medialan. Et puis, un autre acteur un peu inattendu dans le domaine de la santé a priori, qui est La Poste Silver, La Poste Santé, en la personne de son directeur général, Marc Vukang, qui remplace Delphine Mallet, qui est malheureusement souffrante et qui devait être présente aujourd'hui, puisque en cette journée internationale de la femme, je ne voulais pas manquer la parité, mais ça n'a pas d'importance. Marc va très bien représenter La Poste. En ce qui me concerne, je suis Cécile Vaquet, je suis associée chez ICE Partners, qui est un cabinet de conseil complètement dédié à la protection sociale, santé, prévoyance, emploi, formation professionnelle, retraite, bien vieillir, autonomie, financement. Et nous travaillons à la fois pour des acteurs publics et privés. C'est un cabinet que j'ai rejoint en janvier 2021, après un parcours dans la santé et la protection sociale, à la fois au ministère de la Santé et dans un grand groupe de protection sociale pendant 5 ans à la direction santé-prévoyance. Et au cours de tout mon parcours, au cours de mes 20 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine de la santé et de la protection sociale, je me suis rendu compte que les lignes avaient bougé et qu'il y avait un nouveau paradigme qui était en train d'émerger, dans lequel justement de nouveaux acteurs s'emparaient de ce sujet de la santé pour que chacun puisse devenir progressivement acteur de sa santé et qu'on n'attende pas d'être malade pour aller chez le médecin, mais qu'on s'empare de sa santé à chaque instant finalement. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors je vais vous poser 2 questions très simples finalement. Pourquoi ces nouveaux acteurs s'emparent de ce sujet de la prévention et comment? Avec quelles nouvelles technologies? Je vais commencer par vous, Catherine, qui représentait donc l'assurance maladie. Et donc, pourquoi l'assurance maladie s'est-elle emparée de ce sujet, de cette nouvelle approche de la santé? Bonjour à tous. Alors, pourquoi l'assurance maladie s'est emparée de ce sujet? Parce que c'est son cœur de métier. C'est vraiment un des enjeux majeurs pour l'assurance maladie, avec plusieurs axes. Le fait d'orienter chaque assuré sur des comportements favorables à sa santé, de lui permettre aussi de devenir acteur
de sa santé. C'est aussi via les conventions, l'orientation des professionnels sur les actes de prévention et puis par la branche du risque professionnel, l'accompagnement des entreprises à prévenir les risques qui sont liés à leurs activités. Alors l'investissement dans la prévention à l'assurance maladie, j'en parle d'autant plus facilement que je n'y suis que depuis 6 mois. C'est un investissement de longue date qui est lié à beaucoup de publications scientifiques qui montrent l'intérêt de la prévention sur les maladies, à la fois en termes de santé de la population, mais aussi pour ce qui est des enjeux économiques, dépenses de santé, mais aussi enjeux de productivité dans le monde du travail. Cet enjeu de la prévention, il est encore plus vrai aujourd'hui. Alors après, on verra qu'on a plus de moyens aussi via le numérique, mais il est encore plus vrai du fait de facteurs qui augmentent beaucoup dans la population, l'âge, on a une population vieillissante, et puis tous les facteurs de risque comportementaux et sociétaux qui induisent un certain nombre de maladies chroniques. Les 2 grands exemples clés sont les maladies cardiovasculaires et métaboliques et les troubles psychiques. Donc sur ces 2 éléments-là, il y a vraiment un enjeu de rééquilibrage du curatif et du préventif, sachant que ce rééquilibrage, quand même une vingtaine d'années qu'on s'oriente sur ce rééquilibrage, mais c'est vraiment extrêmement important de pouvoir développer des actions. Alors, tous les acteurs peuvent développer des actions qui permettent de développer les comportements favorables à la santé. Et puis, je voudrais insister sur un petit point qui est le développement des compétences psychosociales. Ces développements de compétences psychosociales, c'est l'idée que chacun puisse gérer sa vie, gérer ses émotions, gérer ses relations avec les autres. Quelque chose d'extrêmement important sur lesquels qu'on a beaucoup priorisé à l'assurance maladie vis-à-vis notamment des publics jeunes. Donc, le développement de la prévention, c'est une stratégie gagnant-gagnant, à la fois pour les potentiels patients et puis pour la société sur le plan financier. Ça permet de réduire le coût des interventions thérapeutiques, ça permet d'améliorer l'espérance de vie et la qualité de vie. Je vais donner quelques grands exemples pour l'assurance maladie. Un programme MTDAN, j'espère que tous les parents dans la salle en ont entendu parler. C'est un programme de prévention avec bucco-dentaire auprès des jeunes et qui est maintenant généralisé. De la même façon, le programme SOFIA est un programme d'accompagnement qui accompagne notamment 1/3 des diabétiques français. C'est pas rien comme chiffre, un service d'accompagnement qui vise à les aider à comprendre leur maladie, à avoir les bons comportements, à savoir se faire suivre, savoir quels sont les points clés de leur suivi. Et puis pour l'actualité plus récente, en 2022, suite à la loi de financement de la sécurité sociale, 2 dispositifs vont être généralisés. Systématiquement après expérimentation et évaluation médico-économique qui permettent de s'assurer que c'est un plus pour la population d'investir sur ces sujets. Le premier, c'est le dispositif Mon Psy, qui va permettre à toute personne qui a des troubles psychiques mineurs ou modérés, on n'est pas dans la pathologie grave, d'avoir accès à un psychologue en première intention par le médecin généraliste. Ça permet de prévenir des troubles plus graves, de laisser s'enquister des pathologies. Et puis, un deuxième programme qui est aussi généralisé par la loi sur la prévention de l'obésité chez les jeunes, avec un dispositif multidisciplinaire qui peut associer de la nutrition, de l'activité physique, de la psychologie à disposition de publics qui sont à risque d'obésité pour essayer, là encore, de réagir au plus tôt auprès des populations qui en ont le plus besoin. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci Catherine. Je précise d'ailleurs que vous êtes docteur aussi. Voilà. Et je vais poser la même question du coup à David Giovannuzzi, directeur des accords de branche d'AG de l'Art mondial. Pourquoi AG de l'Art mondial s'investit dans la prévention et qu'est-ce qui différencie finalement son approche de celle de la CNAM? Alors, nous, on s'est lancé dans les actions de prévention vraiment de manière très opérationnelle depuis seulement une quinzaine d'années.
Donc on est un petit acteur. On observe avec beaucoup d'attention ce que fait la sécurité sociale, qui est, on va dire, notre modèle en fait, hein, et on essaie de s'inspirer de ce que fait le régime de base pour apporter un complément. On est complémentaire à la sécurité sociale. Juste, je voudrais dire, tout le monde ne connaît pas bien les familles d'assurance. Nous, on est du Code de la sécurité sociale. On est une institution de prévoyance gérée paritairement avec une vocation sociale. Donc, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. On est assureur de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, l'autre caractéristique dans ma mission, c'est d'être l'interlocuteur de branches professionnelles. Les branches professionnelles nous confient des mutualisations de régimes complémentaires santé et les pilotes. C'est-à-dire qu'on doit, en toute transparence, leur présenter des comptes tous les ans, analyser les frais de gestion, les différentes consommations poste par poste. Et on est sur des professions avec des caractéristiques qui leur sont propres. Avec une coercition, puisque la cotisation elle est rendue obligatoire par le texte conventionnel. Hein, ce n'est pas une adhésion facultative, il y a obligation de respecter des définitions conventionnelles que négocient les représentants des salariés et des employeurs. En 2007, il y a eu une prise de conscience, en 2007 exactement, quand la profession de la boulangerie artisanale a voulu mettre en place un régime complémentaire santé pour 150 000 salariés. Et l'obligation, le boulanger artisanal qui avait trois salariés à couvrir, il trouvait un peu raide qu'on l'oblige à cotiser à la complémentaire santé. Et beaucoup de questions nous sont venues, même parfois violemment, en disant mais pourquoi une telle obligation? Qu'est-ce que ça produit comme valeur? Et donc de la question qu'est-ce que ça produit comme valeur, on s'est dit mais oui, alors si les assureurs se contentent comptablement de rembourser le ticket modérateur laissé par la sécurité sociale, où est l'intelligence dans le système? C'est pas très intelligent, c'est pas très valorisant que de simplement être comptablement complémentaire à la sécurité sociale. Donc assez naturellement, on a retroussé les manches, on s'est dit bon alors, donc il y a une obligation, il y a une profession, quels sont les problèmes auxquels on pourrait s'attaquer, gestion du risque, sur lequel la sécurité sociale n'est pas forcément présente, où l'on pourrait apporter un complément. Assez naturellement, dans la profession de la boulangerie artisanale, on s'est rendu compte que la problématique bucco-dentaire existait, donc on connaissait bien MT Dents. Et j'illustre par une anecdote pratique, hein, parce que l'idée, c'est pas de faire des grands discours et des incantations sur on est vertueux, on veut faire de la prévention. C'est concrètement, on fait quoi? Et je vous dirai 3 principes qui nous ont guidés. Et donc, on a vu MT Dents. MT Dents, ça s'est prolongé en 2007. C'était pas encore jusqu'à 25 ans. Hein. C'était jusqu'à 18 ans, je crois. Et en fait, les jeunes qui arrivent dans le métier alimentaire de la boulangerie artisanale, eux, sont très exposés au sucre, en fait. Toute la journée, ils goûtent du sucre, mine de rien, quoi. Et puis, ils ne se brossent pas forcément très, très bien les dents. MT Dents a déjà fait son office, mais là, ils ont quitté MT Dents et ils ont parfois quitté le foyer parental. Et on s'est dit, peut-être qu'on a là quelque chose d'intéressant à faire. Et on a rencontré l'Union française pour la santé bucco-dentaire, hein, c'est l'UFSBD que vous connaissez, qui était dans les maternelles à expliquer aux gamins comment on se brosse les dents, avec les gros dentiers et les brosses à dents, en disant voilà, tu te brosses les dents comme ça. On s'est dit, vous pourriez faire ça pour les apprentis dans les CFA. Ils ont dit, bah, on ne l'a jamais fait, mais pourquoi pas? Et là, de là est partie l'idée, et on a financé le système. Via la mutualisation nationale, on a financé, aujourd'hui on est présent dans tous les CFA de France, et on finance tous les ans, ça coûte 250 000 € par an, l'intervention de dentistes qui viennent expliquer aux gamins, aux jeunes qui ont 16, 17 ans, 18 ans, pourquoi c'est important pour eux de se brosser les dents. Voilà, c'est comme ça qu'a démarré notre action. Et puis maintenant, on anime une trentaine de programmes de prévention sur tous les thèmes. Hein, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les troubles musculo-squelettiques. On a démarré avec cette action bucco-dentaire. Je voulais dire aussi, Cécile, qu'en fait, on s'est fixé 3 principes fondamentaux dans notre façon de mener une action. Le premier principe, on essaie de mettre en place une action qui crée de la valeur. Bon, alors, ça vous semble évident, mais enfin, on peut faire un flyer et dire manger 5 fruits et légumes par jour, et puis l'envoyer à tout le monde et dire j'ai fait de la prévention. Quelque part, c'est faire de la prévention. Mais produire de la valeur complémentaire à la sécurité sociale, ça c'est un autre sujet. Donc il y a un vrai débat. Deuxième principe,
mesurer l'efficacité de l'action. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'action, si on n'est pas capable d'en mesurer son efficacité, et je pourrais illustrer, si le temps le permet, sur la façon dont on a fait pour les jeunes dans les CFA, parce qu'on était vraiment embêtés, comment on mesure l'efficacité d'une action prévention bucco-dentaire, c'est pas simple. Et troisième principe très important, aller vers les populations qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, le problème de l'action prévention, et la CNAM le sait très bien, c'est si je lance un message universel, eh bien ceux qui sont déjà sensibles à la prévention vont le faire. Mais le problème, c'est celui qui est loin de la prévention, qui dit « moi, j'en ai rien à faire ». Oui, je sais très bien qu'il faut arrêter de fumer, d'accord, mais qui doit-on aider? Alors on sait que, par exemple, les femmes plutôt cadres, il n'y a aucun problème, il faut a priori pas, il n'y a pas besoin de s'occuper de cette population, elle gère toute seule sa prévention santé. Mais on a remarqué que les ouvriers et hommes, alors eux sont à 100 km du sujet, et donc on s'est préoccupé d'aller chercher cette population, et on vous dira comment on a fait tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup David. Justement, peut-être que le numérique permet d'accélérer cet accès des populations les plus éloignées de la prévention à la prévention. Mais alors, la Poste, pourquoi la Poste s'est-elle emparée du sujet de la santé? Ça... Alors, la Poste, vous connaissez tous, hein, c'est la petite camionnette jaune, c'est le bureau de poste. Alors la Poste, c'est probablement une des institutions les plus anciennes en France, hein. Je crois que ça remonte au XVIe siècle avec les rois, avec les courriers du roi. Et donc, dans la Poste, tout débute avec le courrier. Donc, vous connaissez. Et au fur et à mesure de l'évolution de la société, hein, la Poste a toujours concilié une réponse à une question d'intérêt général et une réponse à un besoin de performance. On a vu, suite à l'après-guerre, l'émergence de services financiers parce qu'il fallait reconstruire la France et il n'y avait pas de banque dans les territoires. Et donc la Poste s'est attaquée à ces sujets. Par la suite, il y a eu les questions de colis progressifs qui sont montés aujourd'hui en puissance. Et donc, aujourd'hui, la Poste, alors ici on est en territoire urbain, donc on sait très bien qu'on n'est pas dans les campagnes, mais souvent, moi ce qui me frappe le plus, c'est que le départ d'une poste en rural, c'est parfois plus frappant pour la population que la fermeture d'une maternelle. C'est paradoxal, mais parce que c'est le dernier rempart. Voilà, et donc, la question, c'était dans ce schéma de diversification que la Poste, depuis sa naissance, a entamé jusqu'à aujourd'hui, quelle était la prochaine étape à prendre en compte? Eh ben, c'est bien évidemment la prévention et la santé. Parce que s'il faut qu'on se repositionne sur des domaines qui sont pérennes, voilà, le courrier s'est amené à se réduire encore, eh ben, quoi de mieux que de prendre soin de nos concitoyens et de pouvoir les aider. Et donc, dans cet esprit-là, comme vous le savez, la Poste, quand on parle de prévention, c'est le dernier kilomètre et c'est le dernier rempart pour des populations qui sont fragiles, isolées. Et alors nous, la Poste, depuis la Poste aujourd'hui, c'est une très très grosse entreprise, hein, c'est 34 milliards d'euros, c'est une grosse présence dans le numérique, c'est le premier financeur des hôpitaux publics en France, c'est l'assurance santé, c'est DocaPost avec le dossier médical pharmaceutique, voilà, 38 millions d'abonnés, etc. Donc on est complètement rentré dans ce 21e siècle. Mais la question aujourd'hui, c'est pour des personnes, encore une fois, on l'a vu à la période de la canicule, hein, à chaque fois, le facteur est là, il pensait à boire, madame, etc. Et donc, aujourd'hui, ça ne fait que cristalliser aujourd'hui ce besoin qu'on a d'aller vers les populations qui sont isolées. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'engage de manière beaucoup plus significative. Merci Marc. Et donc du coup, je vais passer à la deuxième question, mais je vais te la reposer. Comment, en fait, du coup, la Poste se développe dans la santé et quelles sont les innovations technologiques qu'elle utilise? Oui. Alors, donc, nous, la Poste, alors, la Poste, c'est une entreprise qui est très, 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 très vieille. Hein, et nous, on est relativement jeune, on a 5 ans d'existence. Et donc, notre objectif, c'est, on a, pour résumer, 3 grands domaines sur lesquels on se développe. La première, c'est des entreprises dans le cadre de la santé. Donc, on va trouver tout ce qui est prestataire de santé à domicile pour tout ce qui est
apnée du sommeil, perfusion, nutrition, insuline, urostoma. Donc ça, c'est des activités dans la santé de manière classique. On a un autre domaine sur lequel on va être très très actif aujourd'hui, c'est autour de tout ce qui est start-up. Notamment, vous savez, durant la phase Covid, on a une start-up qui s'appelle Nouvéal et qui a accompagné la PHP sur l'ensemble le suivi des patients Covid durant cette période. Donc on a un axe très très développé sur tout ce qui est télésuivi et télésurveillance. On a également pris des participations dans une start-up qui s'appelle NewCard. C'est tout ce qui est monitoring de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Donc ça, c'est les domaines classiques et sur lesquels il faut absolument avoir une hybridation des services physiques et numériques, parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir du numérique à 90%, à 95% pour abaisser les coûts, et parce que tout le monde aujourd'hui est complètement habitué à tout ce qui est numérique. Et enfin, la dernière action sur laquelle on est très très dynamique, c'est autour, comme je vous le disais, de tout ce qui est intérêt général. Aujourd'hui, il y a un programme international qui s'appelle ICOP, et dont la France et le Gérontopole de Toulouse et l'Espagne sont les pilotes en Europe. C'est juste un constat. Ils partent du principe dans ce programme international que si on veut vieillir en bonne santé, il faut évaluer, détecter et suivre de manière régulière. Donc ça, on parle de prévention, mais ça, c'est comme pour n'importe quelle pathologie. Il faut bien faire un état des lieux, un diagnostic pour pouvoir avoir justement un traitement adapté. Et donc, nous, on a accompagné le Gérontopole de Toulouse pour ce programme-là, et ça a été un carton plein. Il y a eu un plébiscite des facteurs. La population est surtout rassurée quand ça vient d'une approche de proximité. Et aujourd'hui, dans ce type d'approche, on a tout notre sens. Donc c'est un tout premier pas, mais on voit aujourd'hui que la Poste peut avoir un impact significatif dans le cadre de ce type de programme. On a également eu une circulaire d'Olivier Véran et de Gérald Darmanin qui a encouragé les préfets et les ARS à recourir aux facteurs pour augmenter la couverture vaccinale. Pourquoi ? Pour aller vers les gens qui n'étaient pas vaccinés. Est-ce que vous voulez vous faire vacciner ? C'est oui, non, il n'y a pas de souci. Et là, il y a eu vraiment des résultats extrêmement probants. Voilà, donc sur tous les champs, c'est les champs de la santé, de tout ce qui est suivi, télésuivi numérique et de la prévention, on a des développements assez significatifs, voilà, et sur lesquels on va continuer à poursuivre nos actions. Merci Marc. Je trouve que c'est effectivement intéressant, notamment cette approche du aller vers, de faire ce dernier pas pour aller toucher les populations justement qui sont pas forcément très proches des actions de prévention comme la vaccination. Donc c'est très intéressant. Je me retourne vers AG2R, la mondiale, David, et du coup également le docteur Pascal Gillet. En quoi le numérique et les nouvelles solutions digitales vous permettent d'accélérer votre programme de prévention qui, je crois, a le beau nom de Branchez-vous Santé. Oui, voilà. Oui. Alors, nous, on ne prend pas le sujet de la prévention via la technologie. On essaie de voir, on pose le sujet et après on se dit, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettraient de... Alors, je vais commencer par les sujets les plus faibles pour arriver au sujet le plus important. Le premier, grâce à DocaPost, d'ailleurs, on a rencontré professeur Luc Soler de l'IRCAD, qui est l'Institut de recherche sur le cancer de l'appareil digestif, à Strasbourg. Remarquable endroit. Hein. Enfin, je veux dire, on sait pas, on a des perles en France absolument fantastiques. C'est tout ce qui est opération chirurgicale non invasive. Et donc, ils ont créé, c'est une start-up qui est devenue aujourd'hui un outil extrêmement puissant, c'est Visible Patient, c'est la 3D, hein, c'est la capacité d'avoir accès à la 3D. Alors nous, on est un peu plus agile, et c'est pas du tout pour être désagréable avec vous, hein, Catherine, mais on est un peu plus agile, c'est-à-dire qu'on on prend en charge le coût de la 3D, ce que la sécurité sociale finira par faire dans quelques années, j'en suis sûr, mais on a la capacité de prendre des décisions un peu plus rapidement, on n'est pas obligé de faire des analyses complexes pour comprendre que c'est extrêmement important. La 3D, avant une opération, c'est 30% de modification du diagnostic par le chirurgien. Donc c'est super important. Donc merci à la Poste de nous avoir mis en contact avec. Et on l'a intégré dans les contrats. Donc ça, c'est la 3D. Donc vous voyez un peu, il y a des choses sur la 3D qui circulent ici. Le deuxième, on a fait en nouvelles technologies, on a travaillé avec le professeur Girard sur l'hypertension artérielle,
avec la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, on a essayé d'utiliser des outils à la fois digitaux et de détection de l'hypertension sur site. Donc là, on a toute une série de matériel assez high-tech. Et puis alors, la plus grosse high-tech qu'on ait vraiment mobilisée, et là je me tourne vers Pascal Gillet, c'est le téléphone. C'est super high-tech le téléphone. En fait, quand on s'est dit, dans le principe, il faut aller vers ceux qui sont plus éloignés, on s'est dit, mais écrire, vous savez que quand vous recevez un courrier, moi j'ai reçu des courriers de la Sécu qui sont super bien faits sur dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer du côlon, c'est super. Le problème, c'est la connexion avec l'action. Et le vrai problème, il est là. Et donc, on a mis beaucoup d'argent sur la table pour faire téléphoner systématiquement tout le monde, mais il fallait qu'on trouve des gens crédibles et plutôt des professionnels de santé. Et c'est là qu'on a trouvé Pascal Gillet, et je lui laisse expliquer comment il en est venu à créer un outil super. Merci David. Donc effectivement, ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de tech, de biotech, de tout ce qu'on voit aujourd'hui, tous ces exposants qui sont vraiment très très intéressants. Mais de temps en temps, il faut un peu se rappeler aussi que effectivement, notre première difficulté en tant que professionnel de la prévention, professionnel de la santé, c'est tout simplement de toucher nos cibles. Et donc, Medialand, c'est une plateforme de télésanté et qui n'a rien de très techno. On utilise des bons vieux téléphones avec des infirmières très compétentes. D'ailleurs, j'ai entendu parler ce matin d'infirmières en pratique avancée. Moi, je préférais les appeler infirmières de prévention avancée. Et pourquoi ce téléphone? Tout simplement parce que quand vous voulez parler de santé à des gens, soit vous le faites avec votre médecin, avec vos professionnels de proximité, soit vous ne le faites pas. Et quand vous ne le faites pas, qui va venir vous chercher? Donc nous, on appelle ces personnes, alors c'est des gens qui sont désassurés, des gens qui, via leur mutuelle ou via leur branche professionnelle, ont la chance d'avoir un assureur qui leur donne cette possibilité. On les contacte, tout simplement. Au début, ils pensent qu'on les appelle pour leur vendre un canapé ou une mutuelle, et ce n'est pas le cas, heureusement, et nos infirmières arrivent rapidement à les convaincre. Et là, on peut les embarquer. Et quand je dis qu'on va les embarquer, c'est parce qu'on a deux missions. Nous, la première, c'est d'abord de trouver ce qu'on appelle les pré-malades. Ce qui nous intéresse, c'est pas faire de la prévention à tout va et de balancer des messages de santé comme ça. Ça fait partie du système, mais on sait bien que c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on cherche, c'est à trouver les gens qui ont suffisamment de facteurs de risque pour affirmer avec certitude qu'ils seront malades dans les 5 à 10 ans à venir. Et parmi les gens qui sont là, il y a à peu près 20% d'entre nous qui, passé un certain âge, vont développer une maladie, sauf s'ils changent leur mode de vie. Tabac, sédentarité, alimentation, sommeil, stress. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi on ne le fait pas plus. Ça, c'est notre première mission. Donc, pour faire cette première mission, on appelle, on prend notre téléphone, pas en visio, tout le monde n'a pas la 4G, parfois même pas la 3G, ça ne sert à rien la visio pour nous. On appelle les gens, on leur pose des questions très simples, avec des questionnaires très simples qui durent moins de 7-8 minutes, et on trouve ces facteurs de risque, et ensuite on leur propose des programmes d'accompagnement pour agir sur leur comportement de santé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point très important, c'est, alors je vais utiliser un terme un petit peu, pas technique, mais un peu pompeux, mais vous verrez que vous allez en entendre parler de plus en plus souvent, c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. C'est cette idée majeure qu'en prévention, on doit être capable de toucher absolument tout le monde de la meilleure manière avec les bons investissements. Je m'explique. Il faut que tout le monde entende à la télé qu'il faut manger des fruits et des légumes. Il ne faut absolument pas arrêter ce message, il est très important. Et pour 10 à 20% d'entre nous, qui n'en mangent pas du tout, ceux-là, il faut vraiment leur tenir la main pour qu'ils aillent les manger, ces fruits et légumes. C'est ça l'universalisme proportionné. Et ça, évidemment, ça coûte cher. Parce que là, du coup, on ne peut pas se contenter d'un spot télé, il faut aller vers les gens. Donc ça coûte plus cher. Donc on met beaucoup d'argent pour ceux qui en ont plus besoin et des choses qui coûtent moins cher pour une plus grande masse. Et pour ça, le téléphone, par contre, là, cette fois-ci, ne suffit plus. Et donc là, il faut des outils digitaux. Donc on fait quand même un peu du numérique. On a un outil digital, vous pourrez le tester puisqu'actuellement c'est un outil qu'on a développé avec AG2R, mais actuellement il est en accès libre, ça s'appelle Enquête de vie, en 4 mots, EQDV, et vous verrez que vous aurez un parcours d'auto-évaluation de votre santé. J'en vois qui commencent à le taper, ça me fait plaisir, allez-y. Donc vous verrez, c'est un parcours, on va vous poser des questions très simples. Est-ce que vous mangez des fruits et légumes? Est-ce que vous marchez tant par jour, etc., etc. Et à la fin, on va vous proposer des actions. Donc c'est un parcours qui est ergonomique, et ça, l'idée, c'est vraiment... Encore une fois, Madame Grenier parlait d'être acteur de sa santé. Ce n'est pas un vain mot. C'est votre santé, ce n'est pas la mienne. Moi, je suis en bonne santé, pas parce que je suis médecin, mais parce que je fais attention. Donc, c'est votre santé qui est en jeu. Nous, on peut vous aider, mais on ne sera jamais, nous, les professionnels de santé, que les accompagnants. Si vous ne faites pas l'effort, rien ne se passera.
Donc nous, on est là pour vous accompagner, vous donner les clés, mais c'est quand même à vous de faire le boulot. Merci, merci Pascal. Du coup, docteur Grenier, du côté de la CNAM, en quoi la révolution numérique permet d'accélérer encore les efforts de prévention? Merci beaucoup. Donc évidemment, le numérique, il arrive partout, il arrive aussi chez nous et il nous a permis de transformer les pratiques des professionnels en santé de manière extrêmement importante. Je sors une seconde de la prévention, ça change les pratiques de soins avec l'accès qu'on a vu monter en charge extrêmement à la faveur de la crise sanitaire, si je peux le dire comme ça, toute la télémédecine, hein, téléconsultation, télésurveillance, télésoins, toutes ces dynamiques grâce au numérique ont pu être amplifiées. Le numérique permet aussi d'amplifier les actions de prévention. Je vais donner un petit exemple, mais qui fera écho à ce que vous avez évoqué. Sur les dépistages organisés des cancers, vous savez qu'on envoie des courriers, qu'on a des systèmes de relance par courrier, par mail, par SMS, en fonction du fait que les personnes aient un compte Amélie ou n'aient pas un compte Amélie. Je rappelle qu'on a 40 millions d'assurés français qui ont un compte Amélie aujourd'hui, ce qui est quand même important. On vient de mettre en ligne un site internet qui permet de commander en ligne le kit de dépistage du cancer colorectal. Donc une fois que vous avez reçu votre courrier papier ou votre courrier mail, vous pouvez aller chercher directement par une commande internet. Alors attention, ça correspond à un profil de consommateur. Ça correspond à un profil d'assuré particulier. On en a bien conscience et on est vraiment dans cette politique d'aller vers très construite, exactement dans la même idée d'universalisme proportionné. C'est-à-dire qu'on va essayer, et ça je crois aussi qu'il faut que toute la population l'entende, de mettre le moins de moyens possible pour ceux qui sont acquis à la cause. La femme cadre, j'ai entendu, elle est acquise, donc on ne va pas faire beaucoup d'efforts, on sait qu'elle viendra vers nous. Par contre, on va aller chercher avec tous les moyens disponibles, que ce soit donc le numérique, la publicité, les campagnes d'information, les SMS, les éventuels appels téléphoniques. On le fait dans le cadre de notre accompagnement SOFIA. Tous les patients qui sont concernés sont appelés au sujet de leur dépistage du cancer, sont appelés au sujet de la vaccination Covid quand ça s'est trouvé. En plus, c'était une population à risque particulier. Donc tous ces éléments-là, ce sont des choses que le numérique nous permet de développer, d'être le plus agile, parce qu'on essaie de l'être, possible vis-à-vis de l'ensemble des populations. Après, évidemment, le numérique, c'est aussi de multiples applications. Je crois qu'ici, il y en a énormément qui sont présentées, qui permettent d'adopter des comportements favorables à la santé, d'apprendre à connaître sa maladie et à prendre en charge sa maladie pour le niveau que le patient souhaite et peut, parce que ça dépend aussi, il faut adapter en fonction du profil numérique du patient, mais aussi de son profil de connaissance et de son aptitude, de sa motivation à répondre à sa maladie. Donc vous voyez vraiment, l'assurance maladie essaie d'être à l'écoute de toutes les innovations et effectivement, après évaluation, parce que ça nous est imposé par les règles d'organisation de la santé en France, et je crois que c'est quelque chose de bien, on essaie de l'accélérer avec toutes les institutions qui répondent à ces objectifs d'évaluation pour pouvoir mettre à disposition au plus vite l'ensemble de ces innovations. Deux autres points. Le numérique pour l'assurance maladie, c'est aussi les données. On a des données extrêmement importantes et qui nous sont enviées par d'autres pays, puisque nous avons toutes les données de consommation de soins de la population française. Et donc ces données, elles nous permettent des exercices d'analyse absolument fabuleux, bien sûr avec des contraintes liées à la loi informatique et liberté, à la non-opposition des populations. On peut aller jusqu'à cibler des populations. L'intérêt, c'est de mieux identifier des profils particuliers pour aller mieux porter les messages de prévention, puisque
Vous savez bien que 15 messages à toute la population, ce n'est pas pareil que les 3 messages bien appropriés pour tel ou tel profil. Donc ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé. Et l'exploitation de données nous permet vraiment des applications très opérationnelles. Et je voudrais donner l'exemple du Covid. La vaccination Covid qui a été très orientée sur les pathologies chroniques et notamment, je reparle des diabétiques parce qu'ils ont été identifiés comme vraiment la population la plus à risque sur le Covid. On a pu très vite identifier ces facteurs grâce aux données de consommation de soins. Et c'est les analyses de données qui ont été faites très très rapidement au fur et à mesure de la crise qui nous ont permis, quelques semaines après le début de la crise, de pouvoir cibler les populations en termes de prévention et puis bien sûr ensuite la vaccination. Troisième élément, mon espace santé qui sera présenté demain. Mon espace santé, c'est aller un cran plus loin. Il y a beaucoup de communication en ce moment. Une conférence de présentation demain par l'assurance maladie et la délégation au numérique en santé du ministère. C'est vraiment l'étape d'après. C'est chaque patient construit à partir des données qu'il recense sur son profil de santé, que ce soit les comptes rendus de consultation, d'hospitalisation, etc., qu'il peut retrouver dans la partie DMP de mon espace santé. Il peut aussi compléter son profil, et notamment en termes de prévention, décrire sa situation, y trouver très rapidement des conseils qui seront adaptés en fonction de son profil, et donc être acteur de sa prise en charge de soins, notamment en luttant contre un des points que pour moi j'identifie, je travaille aussi depuis plus de 20 ans sur le système de santé, et vraiment un des points clés, c'est la rupture de continuité dans la prise en charge. Pour tous ces patients qui sortent de l'hôpital, qui perdent leurs ordonnances, qui n'ont pas l'adaptation de la conciliation de leurs médicaments avant et leurs médicaments après, on a c'est pourvoyeur d'énormément d'accidents médicaux. Donc on a un vrai enjeu de continuité qui va être... auquel on va pouvoir répondre via mon espace santé, à la condition que chacun comprenne son intérêt à agir. Et évidemment, il faut que cet intérêt à agir soit sécurisé par le fait qu'on sache qui consulte les données, qu'on puisse s'opposer à des utilisations. Je crois que c'est un des éléments réglementaires extrêmement importants avec lequel on travaille pour que la population puisse avoir confiance dans le système et l'utilise pour son intérêt direct à elle, ainsi que celui de l'équipe de soins qui les prend en charge, parce que finalement, c'est vraiment un facilitateur de la relation clinique, que ce soit avec le médecin, l'infirmière ou les autres acteurs du système de santé. Donc ça nous laisse un volet de nouveautés à venir pour les prochaines années. Voilà, je vous remercie. D'ailleurs, on vous invite tous à aller sur mon espace santé pour créer votre espace santé. Merci beaucoup, docteur Grenier. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste un petit peu de temps, donc on a le temps de prendre des questions si vous le souhaitez. Et si ce n'est pas le cas, moi j'ai peut-être une petite question juste à nos participants. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter sur ce que vous avez dit tout à l'heure? Je ne sais pas, par exemple, David, tu parlais de l'évaluation des actions de prévention, si tu veux dire quelques mots là-dessus. Oui, mais deux choses sur la partie évaluation. Il ne faut pas craindre d'affronter le résultat d'une action de prévention, et il ne faut pas craindre l'échec, parce que l'idée, c'est on a une bonne intention, on veut faire du bien aux autres, hein, alors qu'on soit sécurité sociale ou organisme complémentaire. Il faut oser plus vite on se plante, plus vite on rectifie le tir. Et donc j'ai une grande fierté de ce qu'on fait avec les jeunes qui sont issus souvent de milieux plutôt défavorisés. Ces jeunes dans les CFA, par exemple, alors comment on a fait pour mesurer l'efficacité de l'action bucco-dentaire? On l'a fait sur les 2 années de CFA. On a pris une cohorte sur la première année de CFA. On a demandé à l'UFSBD de capitaliser les données observées sur l'état bucco-dentaire du jeune. L'UFSBD a passé ces messages, et l'année d'après, ils ont revu la même cohorte et ils ont mesuré
les écarts d'état de santé. Et alors là, je n'imagine pas, vous imaginez pas la fierté de la branche professionnelle quand on leur a présenté les résultats, parce que tous les indicateurs de mauvaise santé bucco-dentaire ont chuté au moins de 50%. La tache sur les dents, carie dentaire, tartre et soins des dents. C'est-à-dire que les 70% des apprentis sont allés chez le dentiste après l'intervention en présentiel dans les CFA. Ça, c'est comme ça qu'on a fait la mesure. Et ça nous encourage à continuer. Je voulais dire aussi une autre chose sur un travail que l'on a fait avec l'Institut Curie pendant 8 ans sur la lutte contre la récidive du cancer du sein. C'est au travers de l'action sociale du groupe que l'on a fait ça. Donc on a soutenu des recherches et on a modélisé le fait que l'activité physique adaptée plus la nutrition post-traitement du cancer. On n'intervient pas pendant, c'est très intrusif pendant le traitement, ça se passe très bien dans les centres d'oncologie, mais post-traitement du cancer, mettre en place un programme d'accompagnement sur l'activité physique adaptée et la nutrition fait chuter, c'est le modèle, ça a été prouvé, démontré scientifiquement, de 35% la récidive du cancer du sein. Et c'est vrai pour tous les autres cancers. Donc, du coup, nous, on va sur ce terrain-là. C'est une perte de chance que de ne pas promouvoir cette chose-là. Je pense que la sécurité sociale va le faire et le fait déjà. Et donc, je pense plus on est nombreux à véhiculer les messages, mieux c'est. Et enfin, on se sent complètement investi, Dr Grenier. Nous, en tout cas, on trouve que c'est normal de notre part d'être l'écho de ce que vous faites au régime de base. On est aussi un haut-parleur de ce que fait très bien le régime de base. Donc, on relaie les messages d'action de prévention des régimes de base. Juste pour dire, je crois qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. L'enjeu, c'est du multicanal. Il faut vraiment que les interactions soient dans tous les sens et par de multiples acteurs. Donc nous, à l'assurance maladie, on attend aussi évidemment de tous les partenaires que tout le monde soit présent. Il n'y a pas de chasse gardée, pas du tout. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. C'est pour ça qu'on a voulu réunir à cette table ronde des acteurs diversifiés et en mouvement. Non, je voudrais juste que Pascal dise un truc sur l'engagement motivationnel, parce que c'est quand même le pro du sujet. Il y a un sujet sur la prévention, il y a la techno, il y a l'intention, mais il y a aussi l'engagement motivationnel. Comme il reste 4 minutes, c'est quand même dommage de les gâcher s'il n'en parle pas. C'est quoi l'engagement motivationnel ? Merci David. Je serais bien resté sur le mot de Catherine malgré tout, mais oui, je vous le disais tout à l'heure, moi j'aurais juste vous reteniez une chose, et là c'est le médecin qui vous parle, c'est ne croyez pas que les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques, donc les maladies cardiovasculaires, les cancers aujourd'hui qui sont l'essentiel de nos maladies en France et dans les pays industrialisés, ne croyez pas que c'est inéluctable, ne croyez pas que c'est génétique, papa, maman, grand-père, grand-mère l'ont eu, donc je l'aurai aussi, je parle de l'hypertension, du diabète, non, ce n'est pas inéluctable, d'accord ? En agissant sur nos comportements, donc par des choses simples, et avec de l'engagement motivationnel, avec du soutien motivationnel, avec des gens qui vous écoutent, qui vous stimulent, qui vous comprennent, qui vous donnent des leviers. Soit on y arrive tout seul, et tant mieux, soit des fois on a besoin de se faire aider, temporairement, pas à vie, mais temporairement. Et il y a des moyens d'accompagnement non médicamenteux qui permettent de diminuer jusqu'à 50% le risque de développer une maladie comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, comme les cancers. Donc je vais répéter encore une fois le message, lutter contre la sédentarité, contre le tabagisme, manger mieux, manger bien, mieux dormir aussi, être moins stressé, tout ça, ce sont des choses qu'on peut changer pour avoir améliorer positivement ces modes de vie. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider de manière ponctuelle. C'est ça l'engagement motivationnel. Et surtout, on parlait d'être acteur de sa santé, mais on veut surtout que, que vous n'ayez plus besoin de nous. Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin, si un jour les gens ils n'ont plus besoin de moi, bon, c'est pas bien grave, je trouverai un autre métier, mais je serai content quand même. Voilà. Merci Pascal. Donc, du coup, je pense qu'à moins que vous vouliez rajouter un mot, Marc. Juste pour clore, la constante, c'est vrai qu'il y a le médecin, et après il y a tout ce qui se passe une fois qu'on est en dehors du médecin. Et donc il y a toute la constance où il est extrêmement important d'avoir des outils, des piqûres de rappel, etc. Donc voilà, ça c'est un enjeu clé dans le cadre de la prévention, quoi. Voilà, exactement. C'était ça l'objet de cette table ronde, c'était de vous faire sentir quelque chose qui n'est peut-être pas encore très perceptible, mais qui a un nouveau paradigme de la santé qui est en train de se dessiner à la faveur de multiples acteurs qui s'emparent de ce sujet et qui s'y emparent encore plus vite grâce aussi à la révolution numérique. C'était ça l'objectif de cette table ronde, et donc on espère que
que vous êtes convaincus et que mon espace santé va aussi permettre d'accélérer ce mouvement. Et également que vous serez assez attentifs à tous les acteurs autour de vous qui ne sont pas seulement des médecins, mais qui sont aussi d'autres acteurs qui sont là aussi pour vous aider à prendre soin de votre santé. Merci beaucoup pour votre attention et bon salon.